Mes chers étudiants, mes chères étudiantes de la filière des études Amazigh, du semestre 2, bonjour, Azul, Anne-Sophie Swan. Nous vous proposons ici une capsule dans le cadre de l'enseignement à distance imposé par les circonstances du confinement. Donc notre module c'est la grammaire de l'Amazigh. Donc on a déjà commencé quelques séances. Donc je rappelle ce qu'on a déjà fait et je prolongerai donc sur les éléments restants des cours de façon générale, parce que le temps ne permet pas de tout détailler. Donc je rappelle tout d'abord que le module de grammaire de l'Amazigh, de la langue amazigh, a pour objectif pour l'étudiant de s'initier au fonctionnement grammatical de la langue amazigh, donc comprendre un petit peu comment est construite la grammaire de l'amazigh, comment ça fonctionne, de savoir identifier les différentes catégories grammaticales, les différentes structures syntagmatiques, c'est-à-dire comment se combinent ces catégories fondamentales, et de comprendre, d'identifier les fonctions syntaxiques, surtout des catégories nominales. Il s'agit aussi de construire un petit savoir, un petit métalangage grammatical, que ce soit en français et en amazigh, c'est-à-dire connaître aussi, c'est important, la terminologie grammaticale de l'amazigh. Pour la notion de grammaire, tout d'abord, comme introduction à ce module, donc le terme de grammaire est en quelque sorte polysémique, donc il couvre plusieurs acceptions. La première, donc ça désigne un principe d'organisation interne propre à chaque langue particulière, donc c'est la grammaire qu'on a intériorisée, donc chaque être humain a intériorisé dans sa communauté. Le deuxième sens du mot grammaire, c'est la description du fonctionnement de la langue. On parle de grammaire du français, grammaire de l'arabe, grammaire de l'amazigh. Donc c'est dans ce sens-là, dans cette acception-là, qu'on va travailler ce module. Et puis dans un troisième sens, le mot grammaire désigne une théorie qui cherche à expliquer le fonctionnement interne des langues. Par exemple, par de grammaire générative, de grammaire structurale, de grammaire fonctionnelle. Dans son sens le plus scolaire, donc la grammaire se présente souvent comme prescriptive et normative, parce que dans la plupart des grammaires, du manuel de grammaire, on vous donne ce qu'il faut connaître de la langue, c'est-à-dire les règles principales de la langue. On vous prescrit, on vous dit voilà comment il faut parler, voilà comment il faut écrire, les règles principales, fondamentales de la langue qu'il faut respecter. Par rapport à la linguistique qui est venue ultérieurement, donc c'est une activité scientifique, objective et non pas prescriptive. Donc il cherche à décrire les langues dans leurs formes, différentes formes, qu'ils soient véhiculaires, vernaculaires, officiels, non officiels, parlés, dialectes, etc. Donc c'est une activité, une discipline scientifique qui se veut objective, c'est-à-dire à pas de prescription, on ne recommande rien, on décrit et on essaie d'expliquer comment chaque système linguistique fonctionne et on peut le comparer avec d'autres systèmes linguistiques. Pour les catégories grammaticales de l'amazigh, donc la plupart des langues partagent ces catégories avec quelques différences. C'est ça la spécificité des langues. Donc les langues ne se ressemblent pas toutes, mais elles partagent un ensemble de catégories. Par exemple, les noms, les substantifs. Vous avez ça peut être du nom commun, du nom propre, du nom de parenté. Par exemple, Adrar, Ito, Tilli, Amal, etc.
Ça peut être des noms, des adjectifs qu'on appelle aussi des noms de qualité, des présentatifs, hein, une autre catégorie pour présenter quelqu'un par exemple, ha, aka, aka, etc. Les focalisateurs, hein, pour focaliser un élément de la phrase, ad, ay, i, aid, ahmad aydidan, machi hali, tigmi ay agsra, aydisra, machi igran, d'accord. Donc on attire l'attention sur donc l'élément qui précède le focalisateur. Pour les déterminants, on distingue les déterminants numéros, donc yan, sin, bot, etc. Hein, les numéros cardinaux. Les quantificateurs, les partitifs, les déterminants d'altérité, les démonstratifs et les possessifs. Donc c'est les déterminants du nom. Pour les pronoms, on distingue les pronoms personnels autonomes, ki, yin, shebin, tan, etc. Les pronoms affixes qui s'ajoutent obligatoirement au verbe pour former un énoncé minimal, zrirt, zrit, izra, zrant, etc. Les pronoms affixes objets directs ou indirects, izrat, izratn, israyas, israyasn, etc. Les pronoms qui s'ajoutent aux prépositions, rori, rork, dari, dars, dix, khas, khafs, etc. Pour les pronoms, on a les pronoms démonstratifs, watad, wid, yina, tina, wadder, tadder, etc. Ça dépend des variétés régionales de la Mazir. Les pronoms possessifs, wino, tinas, winner. Les pronoms interrogatifs, ma, min, manwa, manwi, oui, etc. Les pronoms indéfinis, yan, kra, itsen, cha. La catégorie du verbe qui est la plus importante, puisque le verbe constitue le centre de la phrase, le noyau de la phrase, par rapport auquel on détermine les expansions, les fonctions nominales dans le actentiel ou circonstanciel dans la phrase. Les particules aspectuelles qui accompagnent le verbe pour déterminer l'aspect, le temps ou le mode, ad, er, la, da, ou ja, donc selon les variantes. Les particules d'orientation spatiale qui accompagnent obligatoirement certains verbes, asde, ashkde, yushkad, yushkan, ou facultativement certains verbes, yusen, yusen, pour indiquer l'orientation du procès. Les prépositions, les relateurs, da, na, li, qui permettent de construire des phrases, des subordonnées relatives. L'adverbe, da, ri, chigan, sezir, sejet, stawil, etc. Les conjonctions qui introduisent les complétifs, is, aka, ila, etc. Ou les subordonnées circonstancielles, de temps, de lieu, de temps, de cause, de manière, d'hypothèse, de concession, de comparaison, etc. Donc vous verrez ça, donc le module syntaxe 2 en E6. Les coordonnants de actes qui coordonnent soit des monèmes, des noms, des adjectifs, etc., ou bien des phrases. Et puis il y a la catégorie des interjections, ah, ay, wak, 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 ayaw, ayhaya, etc. Donc une fois qu'on a identifié les catégories, on va essayer de voir comment ces catégories se combinent dans les énoncés pour constituer une structure des unités plus grandes qu'on appelle les syntagmes. Et ultérieurement, on verra comment les syntagmes se combinent pour former des phrases. L'objectif, c'est donc de comprendre, de savoir analyser en quelque sorte la phrase en constituant majeur et média, eux-mêmes décomposables en unités plus petites qui sont ces constitutifs, ces constituants, ces catégories constitutives qu'on verra par la suite pour chaque type de syntagme.
En linguistique générale, en linguistique structurale par exemple, donc c'est une définition de Dubois et d'autres auteurs, donc l'ouvrage de 73. Le syntagme est défini comme un groupe d'éléments linguistiques formant une unité dans une organisation hiérarchisée. Hein, d'accord ? Donc c'est un groupe, une unité générale, plus importante, hein, étendue, constituée d'autres éléments, d'accord, qui forment une unité. Hein. C'est une unité irremplaçable par un mot, donc on la prend ensemble dans sa constitution globale, et il ne peut être déplacé qu'en bloc, c'est-à-dire il n'est pas divisible. Donc on ne peut pas déplacer un élément et laisser l'élément suivant qui le compose à part. Par exemple, si on prend Taddart Tamziant, on ne peut pas, par exemple, déplacer Taddart et laisser l'adjectif Tamziant seul. Hein, ou bien Taddartad, hein, Taddartadino, on ne peut pas les faire bouger, déplacer dans la phrase Taddart et laisser ad ino tout seul. Donc ils déterminent le nom. Donc Taddart, et donc si on va pronominaliser, remplacer, on va remplacer le bloc, l'unité ensemble, et ils n'ont pas un de ces éléments. Donc chaque syntagme se définit selon le noyau, hein, le noyau central, hein, qui le constitue. Donc c'est pour cela qu'on parle de syntagme nominal, donc le centre, le noyau, c'est le nom. Syntagme verbal, lorsque le syntagme est constitué sur la base d'un verbe. Syntagme prépositionnel, donc il faut une préposition suivie d'un élément, d'un groupe nominal ou d'un nominal. Le syntagme adjectival, donc pour les langues qui, par exemple, permettent la construction d'un groupe dont le centre est l'adjectif suivi de ses compléments, hein, de plus nom, par exemple, heureux de cette activité, fier de son travail, par exemple. Puis enfin, donc le syntagme adverbial, donc lorsque le centre, hein, le noyau est constitué d'un adverbe. Pour le syntagme nominal, donc en Amazigh, on peut distinguer différents types de syntagmes nominaux. Ça peut être un élément simple, ça peut être un groupe d'éléments, d'accord ? Ça peut être un substantif, un nom de qualité, un indéfini, un pronom personnel indépendant, un nom de nombre, hein, yan, d'un signe, zrir signe, aucun de cause, hein, un pronom possessif ou un pronom démonstratif. Donc on peut les utiliser comme groupes nominaux, hein, et assumer plusieurs fonctions, sujet, objet direct, objet indirect, etc. Comment s'organisent donc ces différents types de syntagmes nominaux? Comment ils sont constitués de ce qu'on appelle les déterminants, d'accord? Donc on distingue selon leur position, antéposition ou postposition. On parle de prédéterminants et de post-déterminants. Par exemple, dans la position de prédéterminant, donc la position avant, hein, le nom, un nominal, ou ça peut être un nom ou un autre substitut qui prend la place d'un nom. Ça peut être un indéfini, yan, hein, yanurias, hein. Ça peut être un numéral cardinal, signe de Gazen, un numéral un numéral ordinal composé, hein, par exemple Wissin Irgazen, Wiskrad, hein, Irgazen, par exemple, un quantificateur, un quantifieur, des déterminants de totalité, hein, Marra, Midden, Qah Midden, Kullu Midden, Ak Midden,
ou des déterminants de distribution, hein, coût, hein, cours, corrigen, cours arias, hein, cours contamrard, hein, etc. En position post-nominale, hein, après le nom, on peut retrouver donc obligatoirement donc les possessifs avec tigmino, hein, tigminsen, un complément déterminatif, ce qu'on appelle n de n, hein, non plus génitif n plus non, hein, un tigmi ahmad, hein, par exemple, démonstratif tigmiyad, nom de qualité ou adjectif tigmi taqbort, hein, une proposition relative avec relateur ou sans relateur, participe, hein, tigmi les ikhlan, hein, tigmi imqorn, tadart irden, hein. Les déterminants indéfinis d'altérité, hein, yadn, nidn, hein, tadart nidn, acham yadn, acham nidni, hein, ou un numéral ordinal simple sous forme d'adjectif, hein, surtout donc pour indiquer le rang premier et le rang final, dernier. Amzwaro, tadart amzwarut, tadart tanfost tamzwarut, tanfost tangarut ou tamgarut. D'accord. Donc voilà, chaque type de déterminant a sa place, hein, avant, après les noms, mais on peut les combiner, hein. On peut avoir un indéfini, par exemple, plus nom, plus possessif, hein, ou un numéral, snat, senigramnino, senigrani nes, senigran noadjarino, etc. Hein, d'accord. Pour le syntagme verbal, donc on s'intéresse essentiellement au verbe, puisque c'est le noyau du syntagme, c'est le noyau aussi de la phrase. C'est par rapport à lui que s'organisent les éléments de la phrase, qui sont classifiés en termes de compléments essentiels ou compléments facultatifs. Comme c'est connu en grammaire, en linguistique amazigh, le verbe est constitué d'une racine, d'un schème, qu'on conjugue à un thème précis, aoriste, accompli, inaccompli, auquel on ajoute un indice de personne obligatoire comme sujet qui permet l'actualisation et la construction d'un énoncé minimal. Pour le verbe, on peut l'analyser en termes d'aspect ou forme thématique. En amazigh, on a donc l'aoriste avec ad ou sans ad, hein, simple, nu, l'accompli, l'inaccompli, l'accompli négatif, hein, ou avec une marque spécifique morphologique, l'assertion de i, ikaz orikriz, hein, et fer orifir, puis l'accompli négatif dans certains parlers, qui se réalise aussi par une modification morphologique importante, qui est l'insertion de i, et tadaf oritif, hein, par exemple. Le verbe s'accompagne de modalités verbales comme ad, pour introduire l'aoriste simple ou l'aoriste intensive, da, la ou da, ra, er, qui impose obligatoirement l'inaccompli. D'accord. On peut ranger le verbe, classifier le verbe selon des verbes ordinaires, des verbes modaux, hein, qui se permettent d'exprimer des valeurs modales, des verbes impersonnels, des verbes auxiliaires ou semi-auxiliaires. Hein. Par exemple, pour les verbes modaux, iqdar ad, hein, iri ad, hein, les semi-auxiliaires, ibda ar, hein, isnta ar, ilha ar, hein, itnus, hein, plus l'inaccompli. Hein. Au niveau morphologique, on a des formes dérivées
qui ont un rapport avec la valence verbale, hein, à savoir le passif, hein, qui se réalise par ces morphèmes te, tu, toi, tia. Le factitif, on ajoute un se au verbe. Le réciproque, hein, avec la préfixation de me. Hein. Lorsqu'on parle du syntagme verbal, on parle essentiellement du verbe, de ses expansions, de ses compléments, c'est-à-dire est-ce que le verbe est intransitif, est-ce qu'il est transitif direct ou transitif indirect, ou bien est-ce qu'il est doublement transitif. Pour le syntagme prépositionnel, pour l'identifier, donc il faut chercher, donc il faut d'abord voir s'il est introduit par une préposition, d'accord. Il peut prendre différentes structures, préposition plus nom, préposition plus un pronom autonome, inki, inta, finta, hein, un pronom affixe, dix, hein, roren, dersen, etc. Un pronom démonstratif, hein, darouad, rorouan, hein, un nom de nombre, un numéral, isin, sin, ou un pronom possessif, rarwino, ewino, etc. Dans ce cadre, il faut rappeler donc que la présence de la préposition est obligatoire pour construire un syntagme prépositionnel. On distingue les prépositions simples et les prépositions complexes, et leur valeur est déterminée par le contexte, parce qu'il y a des prépositions qui peuvent dénoter plusieurs valeurs. Hein. Ce, par exemple, exprime la direction, le temps, l'instrument, etc. Donc c'est le contexte qui permet de discriminer telle ou telle valeur. Les syntagmes prépositionnels assument les fonctions suivantes: objet indirect, complément de nom, ou complément déterminatif, ou les différents types de compléments circonstanciels, de temps, de lieu, de manière, etc. Pour le syntagme adverbial, enfin, il est construit sur la base d'un adverbe. L'adverbe, c'est une catégorie, une classe qu'on appelle fourre-tout, hein, c'est-à-dire on y range tout ce qui n'appartient pas aux autres catégories. On a des adverbes purs, invariables, simples, comme da, dri, yad, bahra, kigan. Des syntagmes nominaux qui ont transité vers la catégorie de l'adverbe, c'est-à-dire ce qu'on appelle les transferts catégoriels. Aska peut être utilisé, c'est un nom qui change de morphologie. Nuska, tadugat, ntdugat, tidugatin, tagas, tajrest, tamdi, timditin, etc. Mais on peut l'utiliser aussi comme adverbe autonome. Hein. À lui seul, sa position indique qu'il est adverbe. Ou bien un syntagme construit par la présence d'une préposition, stufra, stawil, stid, snid, sezir, etc., qui généralement exprime la manière. On peut avoir la préposition aussi de le good, hein, qui veut dire sur le champ immédiatement. On classe les adverbes selon leur valeur sémantique, c'est la plus commode des classifications. On distingue les adverbes de lieu, les adverbes de temps, de manière, de quantité, de cause et autres. Je signale aussi que les adverbes n'ont pas le même fonctionnement syntaxique, c'est pour ça qu'on parle d'adverbes modifieurs de phrases et d'adverbes modifieurs de verbes, ou bien de nom, ou bien d'adjectifs, hein, selon les langues. Hein. Donc il y a des adverbes qui modifient le verbe, hein, par exemple le bahra, donc dar, hein, isaoul dar, hein, isaoul bahra, isaoul yad, hein, isaoul kigan, mais il y a aussi des adverbes qui portent sur toute la phrase. Donc c'est ce qu'on appelle aussi les adverbes d'énonciation. D'accord ?
tsnit, par exemple. Hein. Donc il y a des adverbes qu'on peut déplacer et il y a des adverbes qu'on ne peut pas déplacer ou qu'on peut déplacer difficilement parce que ils forment un circonstant et parfois il y a des circonstants qui, même s'ils sont appelés des circonstants, ils ne sont pas facultatifs, c'est-à-dire ils sont essentiels comme les actants, c'est-à-dire comme les fonctions objets directs, objets indirects. C'est difficile de les déplacer et ça dépend aussi du type de verbe et ces verbes-là appellent certaines prépositions qui introduisent ces compléments. Hein. Voilà donc pour Donc c'est un survol général sur le contenu de ce module dans lequel on va travailler sur l'identification des catégories grammaticales. Donc il faut savoir distinguer par exemple le nom du verbe, connaître les propriétés du nom et les propriétés de l'adverbe, comment ces catégories se combinent pour former des syntagmes. Ces syntagmes qu'on verra par la suite peuvent se combiner pour arriver à un niveau supérieur qui est la construction des phrases. Hein. Donc je vous remercie pour votre attention et j'attends donc vos réactions soit par email, soit par vos messages que vous pouvez me laisser sur mon blog. Hein. Donc je vais vous communiquer ou bien que vous allez trouver sur le site de la faculté. Je vous remercie. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.